L'histoire contemporaine est parfois présente de façon un peu oblique, pas forcément frontale, mais par exemple il y a un poème d'Egito Gonçalves qui s'appelle Mort durant l'interrogatoire, je vais essayer de le retrouver, qui semble plus explicite. Alors, voilà. Egito Gonçalves est mort au début des années 2000, je crois. Mort durant l'interrogatoire. À 3 heures du matin, je dormais d'un sommeil sans rêve. Ma femme dormait à mes côtés. J'avais une main posée sur sa cuisse. Une lune d'automne brillait sur les rues. Un air agreste préparait les nuits à l'hiver. À 3 heures du matin, presque tous les camarades dormaient. L'un d'eux, cependant, revenait fatigué d'un travail nocturne. C'était l'heure des feux follets sur les tombes, l'heure où les exilés cherchent le sommeil dans un comprimé. À 3 heures du matin, sa femme veillait encore, emmitouflée dans un châle. Elle tenait un livre dans ses mains. N'arrivant pas à dormir, elle avait rallumé depuis une demi-heure. Dans la pièce, l'interrogatoire traversait le temps. Des ampoules de 1000 watts rendaient la vie irrespirable. À 3 heures du matin, le cœur a lâché et les 2 commissaires sont restés là devant un homme mort et 2 cendriers contenant une trentaine de mégots. C'est pas est assez fort, il alterne des vers en romain et des vers en italique, comme 2 choses, 2 actions parallèles dans le temps. Et puis, je trouve qu'il arrive à suggérer quelque chose avec finalement beaucoup de force et de sobriété. La trace qui reste avec ces cigarettes dont on comprend qu'elles ont été fumées pendant l'interrogatoire par ceux qui interrogeaient. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a des tonalités extrêmement différentes dans cette poésie. Paul Éluard disait la meilleure anthologie de poèmes est celle que l'on fait pour soi. Je pense que Max n'a certainement pas gommé sa sensibilité, ses préférences, bien évidemment, mais qu'il a eu un souci, je dirais, de probité, de loyauté dans le choix à faire, c'est-à-dire que c'était un choix pour les autres, là. Mais quand le choix est tellement bien fait, ça veut dire qu'au sein d'un volume comme celui-là, chacun pourra se découper sa propre anthologie des poèmes. Voilà. Et sa propre histoire de la poésie. Exactement. Et donc, elle est assez riche pour que l'on puisse aussi en faire cet usage. Bien, on va peut-être clore ici pour nous, enfin, en tout cas laisser la parole à la salle. En fait, quand j'ai entendu parler de la poésie du Portugal, comme je connais qu'une seule personne, vous avez tous les 3 mentionné son nom. Pour moi, c'est Fernando Pessoa. Il n'y a aucune comparaison dans le monde entier de la poésie de quelqu'un qui a été tout. Il est mort quasiment inconnu, il était connu par les gens comme Romain Rolland, il a écrit il écrivait sur plusieurs pubs, etc. Et il a trouvé 42 000 textes par 40 hétéronymes différents au début des années 50, avec des conversations entre chacun de ces hétéronymes. Il a été tout, quoi. Il a été l'anarchiste, le croyant, il était tout, Pessoa, quoi. Et vous n'avez pas encore lu un poème de lui? Alors, ça me fait mal. Alors, non, mais j'avais prévu, mais c'est-à-dire que le temps passe, on ne maîtrise pas tout. Et je voulais dire aussi qu'il a, enfin, en lisant l'anthologie, on voit qu'il est d'une présence extraordinaire, parce que le nombre de poèmes après lui, qui soit, je dirais, le font revivre d'une certaine manière, soit le font apparaître comme personnage, soit sont comme une sorte de dialogue avec l'un de ses hétéronymes ou l'un de ses poèmes.
c'est incroyable. Antonio Tabucchi m'avait dit, à une époque où apparaissait, on se demandait comment c'était possible, un nouvel Émile de Pessoa, encore un nouvel Émile de Pessoa, et il me disait, mais moi j'ai une hypothèse, c'est qu'il est encore vivant au fond de sa malle et il continue à écrire. Et à mesure qu'on enlève des manuscrits, il en écrit d'autres. Mais c'est presque ça. C'est presque ça. Donc c'est vrai que c'est absolument prodigieux. Mais ce que je trouve assez remarquable, c'est que d'avoir un poète comme ça, il y a des moments où on pourrait redouter que ça soit écrasant pour ceux qui viennent après. Or, la preuve en est, ici, qu'il n'a pas écrasé la suite. Je ne dis pas que tous ceux qui viennent après sont aussi prodigieux que lui, parce que c'est un phénomène quasiment unique. Enfin, je veux dire, il y a d'autres pays qui ont des poètes à qui on doit à peu près tout. Hein. Pour les Russes, Pouchkine, comme il dit, c'est notre tout. On a l'impression qu'il a tout fondé. Mais enfin voilà. Donc, effectivement, satisfaire. Bien de troupeau, le banquier anarchiste, le livre de la tranquillité. Voilà. Non, il faut peut-être que vous nous parliez un peu de la présence de Pessoa. Bon, il a fallu aussi oublier Pessoa, parce que pendant le XXe siècle, c'était impossible d'écrire sans faire une référence consciente, ou oui, inconsciente, à Pessoa. Alors son génie était si grand qu'il faisait ombre à toute une génération, à toutes 2 ou 3 générations de gens. Alors, c'est une relation complexe et compliquée. Oui, mais enfin, il n'a pas stérilisé la poésie après lui, hein. On peut quand même le dire. Hein. Mais il l'a conditionné, il l'a fortement... Ah, c'est sûr. En fait, c'est peut-être un double du roi Sébastien, hein, qui est revenu sous forme de poète. Sébastien de la poésie. Se dire que chaque voix est unique si elle a une réalité, si elle a une valeur. Et je ne voulais pas m'appuyer, par exemple, sur... j'ai compulsé toutes les anthologies que j'ai pu compulser, mais je ne voulais pas, par une facilité que l'on comprendra bien, reproduire des choix qui avaient déjà été faits antérieurement. Donc ceci m'obligeait à une chose épouvantable, à savoir à lire les poètes, et non pas simplement 1 ou 2 poèmes de tel ou tel. Donc il fallait une lecture au moins transversale. Il fallait se dire, voilà, je vais essayer, il y a une part d'intuition, une part de chance, et puis il y a ce travail acharné, notamment avec les poètes auxquels on est moins sensible. C'est-à-dire qu'il va falloir de toute manière, les intégrer puisqu'ils ont leur importance. Ce n'est pas parce que moi je n'y étais pas particulièrement sensible que j'allais les écarter. Ça je le ferai dans une anthologie pour moi, en effet. Mais voilà, donc il a fallu tout. Enfin tout lire, mais je m'entends. Autant il a pu inspirer des poèmes, nommément, comme c'est des poèmes qui étaient des adresses à soi. Mais il n'est pas le seul. Je veux dire, j'ai remarqué que parmi les poèmes qui m'ont vraiment frappé pour le XXe siècle, eh bien, il y avait un poème qui était une sorte d'hommage à Cesare Pavese, italien, qui a laissé son journal sous le titre Le métier de vivre, et puis qui est mort en se suicidant. Et ce poème magnifique qui s'appelle Le métier de mourir. Et puis il y a un poème aussi que je trouve très très beau, un poème qui s'appelle Alberto, sur Rimbaud. Un long poème qui est formidable. Donc voilà, Pessoa, très grand, mais on voit que dans les admirations, dans les sources inspiratives, ou en tout cas des poètes qui peuvent devenir motif à poème, voilà, il n'est pas tout seul. Peut-être un des aspects de sa grandeur, c'est que précisément, il n'empêche pas l'éclosion d'un âge d'or, parce que la seconde moitié du XXe siècle, au Portugal, est un âge d'or politique. Pessoa, puisqu'il était très nombreux, comme vous le disiez tout à l'heure, est un âge d'or à lui tout seul.
Mais il n'empêche pas que cet âge d'or de la seconde moitié du XXe siècle se produise. Et ça, pour moi, c'est un signe de grandeur extraordinaire. Et il n'y a pas d'écrasement. Au contraire, il a peut-être contribué pour pas mal à attirer l'attention, en tout cas ici, simple lecteur que je suis, je pense que on pouvait se dire, découvrant Pessoa, et qui d'autre c'est pas comme un palmier qui aurait fleuri tout seul en plein désert. Il y a forcément d'autres. Et ça a incité la curiosité. Et il y a eu finalement, je trouve, pas mal de poètes de cette génération de l'âge d'or qui ont été traduits en français, en revue, en livre, chez les éditions Chandelle. Il y avait aussi les éditions L'Escampette qui ont publié un certain nombre de poètes portugais. Enfin, c'est ainsi que quand on ne parle pas le portugais, moi je l'ai découvert. Et c'est là que je me suis rendu compte, en ignorant bien d'autres qui sont découverts ici, c'est là que je me suis rendu compte que la poésie portugaise contemporaine était une grande poésie. Vraiment. Voilà. Il faudrait que les pays soient connus pas seulement pour leurs équipes de foot, mais pour leurs poètes. Il est vrai qu'un poète de cette importance ne peut pas être un élément isolé, enfin il est rattaché, il est un sommet, il culmine certes, mais il y a d'autres sommets, enfin, il y a quelque chose, il y a un ensemble. Puis vous savez, je pense que parfois il y a aussi un grand bonheur à pas seulement se promener dans les forêts, les grands arbres, mais les sous-bois ont aussi leur beauté et leur charme. Et il y a parfois des poètes qui n'ont peut-être pas une œuvre aussi imposante, mais auxquels on peut s'attacher très profondément, voilà, parce qu'ils ont une tonalité qui est qu'à eux. Parmi les poèmes que j'avais découverts avant cette anthologie et qui m'avaient fortement impressionné, et qui est assez différent des autres d'ailleurs, c'est Eugenio de Andrade. Il a une espèce d'économie de moyens, de sobriété, et en même temps une magie de la résonance de ses poèmes. C'est assez étonnant. On a l'impression qu'il y a un grand écart entre le peu de moyens employés et l'angle d'incidence, la résonance qu'ils peuvent avoir. C'est aussi un très bon poète. Eugenio de Andrade est un des plus traduits, je pense, et des plus connus. C'est Sonic Justice. En effet, il s'écarte un peu de du sentiment général qu'on a on a l'impression que... Oui, on a l'impression que dans sa forme d'écriture, enfin, disons dans sa stylistique, on pourrait dire, et dans son univers mental, corporel, sensible, une présence du corps, il a quelque chose de très solaire. Et il fait figure un peu de merle blanc. Mais magnifique, quoi. Mais c'est comme l'exception qui confirme la règle. Il y a beaucoup de découvertes parce que ces poètes-là, comme Eugenio de Andrade, sont célébrés au Portugal, sont reconnus, bien sûr, et à l'étranger. Mais quand on fait une anthologie de façon assez libre par rapport, justement, puisque je ne suis pas portugais, je ne vis pas au Portugal, le travail m'a été demandé ici, à Paris, donc j'avais cette distance et j'avais cette liberté aussi que me donne la distance. Donc j'ai pu faire des découvertes librement, et y compris voir que des poètes de première importance, à mon sens, pour diverses raisons, on ne va pas entrer dans le détail, étaient éclipsés, étaient peu connus au Portugal même. Et une de mes espérances, c'est que si Valério dit vrai, il y ait quelques lecteurs qui fassent des découvertes aussi au Portugal, qui se disent « Ah bon, peut-être que cela avait plus d'importance qu'il n'a semblé ». Il est vrai que dans un tel foisonnement, on peut passer à côté de... Mais alors ces poètes qui ne sont pas encore
tu les as fait, alors, disons, juger à leur juste valeur, selon toi, au Portugal. Oui. Tu les as découverts comment? Est-ce que quelqu'un, une personne qui ont pu dire que tu devrais quand même lire ça? Ou est-ce que c'est un peu au hasard? C'est au hasard, et parfois une mention faite par un poète, etc. On remonte comme ça, et des rencontres aussi au Portugal que j'avais faites antérieurement. Donc, voilà. Et beaucoup de lectures, puisque une fois que vous vous déterminez à lire de A à Z, même transversalement, dans une bibliothèque, les œuvres de... Tu allais travailler là en particulier? Non, je n'ai pas travaillé. J'ai travaillé à la Gulbenkian, et donc j'ai eu accès à ce qu'il fallait. Mais on découvre, on tire un livre, et on se dit, tiens, c'est qui celui-là ou celle-là? Et voilà, je ne dis pas, ça arrive une fois sur 30, mais cette fois-là est inestimable. Et dès lors que je ne reproduis pas le schéma habituel du canon, c'est-à-dire celui-ci, je le retiens, celui-là est écarté d'office, je suis libre de faire ce que je pense, je remercie mon éditeur, eh bien, je peux avancer une autre vision panoramique, où apparaîtront en effet des gens qui ont été écartés parfois parce qu'ils étaient désagréables, ou parce que l'histoire a aussi son poids. Bon, il y en a certains qui sont oubliés parce qu'ils n'ont pas été des opposants au saladarisme, ce qui est fâcheux pour eux, mais je ne pense pas qu'on fasse de bons vers avec de bons sentiments nécessairement. Donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas inclure qui je veux, y compris des gens qui sont jugés un peu de façon... Voilà, c'est ça, il faut avoir une certaine distance par rapport à son propre sentiment. Alors j'en ai pas parlé, bon, les conversations ont roulé sur d'autres sujets, mais ce qu'on remarque aussi avec le XXe siècle, c'est l'émergence est de plus en plus affirmée, elle le serait peut-être encore plus encore pour la période plus récente, d'excellentes femmes poètes. Oui, alors évidemment, si je ne m'étais pas arrêté à des poètes nés qui sont aujourd'hui au moins septuagénaires, et si je m'étais intéressé, si j'avais pu m'intéresser, voilà, bien sûr la proportion changeait, puisque ces dernières décennies ont vu fleurir, exploser une poésie féminine partout, de façon beaucoup plus nette. Donc c'est simplement la chronologie qui m'a empêché. Enfin, il y en a quand même très remarquable. Ah, il y en a un peu plus. Oui, bien sûr. Oui. J'ai essayé de remonter dans le temps aussi pour voir s'il n'y avait pas des voix féminines isolées. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes jusque parmi des nonnes. En fait. Les nonnes, je crois qu'elles étaient dominicaines, contemplatives, enfin avec toute une poésie métaphysique extraordinaire, avec ces raffinements d'oxymore, d'ombre et de lumière, de contradiction. Il y a une romantique, une arcadienne, donc néoclassique, voilà. Alors, il y a bien d'autres thèmes dont il aurait fallu parler. Par exemple, disons, des réverbérations des colonies et des lointains dans des sensibilités de poètes qui ont vécu dans ces îles ou dans... Voilà. Mais enfin, ça sera pour une autre fois, et puis vous pourrez le découvrir aussi par vous-même dans le livre. Merci beaucoup. Et...